La cohabitation difficile en ville. Mais pas qu'en ville, sur les routes aussi, cohabitation entre cyclistes, automobilistes, conducteurs de deux roues, ceux qui montent sur des trottinettes et puis les piétons, qui sont aussi les victimes. Les piétons, bien souvent les victimes, notamment des cyclistes. Non, je vous expliquerai pourquoi. Mais si, Thomas, si. Thibaut Quéré, oui, pardon Thomas, Thibaut Quéré. Bon, Thibaut Quéré qui est l'un de nos invités. Est-ce que la cohabitation est difficile? Comment faire pour faire cohabiter tout le monde? Cohabitation impossible, vélo, voiture, trottinette, impossible avec un point d'interrogation. Anne Lavaux est avec nous aussi, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Bonjour. Thibaut Quéré, responsable plaidoyer vélo de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Donc tout le monde est représenté. Pierre Chasseret, Anne Lavaux, vous avez l'habitude de débattre. Nous avons déjà débattu ensemble sur d'autres radios. Mais la situation semble s'aggraver. Enfin, moi, je vois de plus en plus d'articles qui parlent de rage au volant, aggravation des comportements agressifs, mais pas que chez les automobilistes. Aggravation des comportements agressifs, même chez les cyclistes ou même chez les piétons qui en ont assez, ou peut-être les conducteurs de trottinettes, je ne sais pas, les utilisateurs de trottinettes, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a un problème aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une aggravation des comportements agressifs et dangereux, Anne Lavaux ? Alors, en mai dernier, on avait mené une action qu'on a appelée la comédie urbaine. Vous voyez que le Grand Honoré n'est pas très loin. Oui. Et à cette occasion, on avait demandé aux Français, justement, comment ils vivaient ce qu'on ressentait comme des incivilités. Et il y en a quand même 57% qui nous ont dit avoir peur ou avoir eu peur. 57%, ça fait quand même du monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un constat. Et comment on explique ça ? Et ça, moi, ça m'intéresserait d'avoir l'avis des autres autour de ce plateau. Nous, ce que l'on dit à l'association Prévention Routière, on dit la rue, la route, c'est notre premier réseau social. Oui. C'est vrai. C'est le premier réseau social universel. C'est là où on est tous. Et c'est un réseau. On est d'accord. On partage l'espace. Et qu'est-ce qu'on fait dans un réseau social, normalement ? On communique. Oui. D'accord ? Là, on communique plus. C'est-à-dire, on communique plus. On communique plus. On est chacun dans notre bulle. On ne se regarde même pas. À peine, moi, je suis une vieille dame. Quand j'ai passé mon permis de conduire, mon moniteur d'auto-école, il me disait captez le regard du piéton, du cycliste. Faites-lui un petit signe. Montrez-lui que vous l'avez vu et que vous le prenez en compte. Aujourd'hui, en fait, on fait plus ça. On communique pas. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on communique plus ? Eh ben, on s'aboie dessus. Oui. Mais voilà. Eh oui, on s'aboie dessus, vous avez raison, on se crie dessus. Les Français seraient-ils des mal appris au volant ou pas qu'au volant, encore une fois? Je veux pas non plus qu'on montre du doigt systématiquement les automobilistes, parce qu'il y a des comportements agressifs chez tous ceux qui sont sur l'espace routier ou en ville. Le baromètre Vinci Autoroute, que dit-il, Félix Mathieu ? Eh bien que 65% des Français, par exemple, reconnaissent injurier les autres conducteurs, selon le baromètre Vinci dévoilé par le Parisien aujourd'hui en France. 65% contre 52%, c'est moins quand même pour la moyenne européenne. Autre chiffre inquiétant en matière de distance de sécurité, par exemple, 34% des automobilistes français interrogés reconnaissent coller délibérément la voiture de devant quand elle les agace. 20% aussi, une personne sur 5 à descendre pour en découdre quand ça chauffe avec un autre usager. Bon, l'autre mauvaise nouvelle aussi, c'est que ces chiffres sont en nette augmentation ces dernières années. Parmi les autres enseignements, plus de la moitié des sondés reconnaissent abuser du klaxon. Un petit tiers double à droite parfois sur l'autoroute. Enfin, plus de 8 sondés sur 10 reconnaissent quitter parfois des yeux la route durant plus de 2 secondes. Alors à 130 km/h, ça peut faire quand même 72 mètres à l'aveugle. Si on prend région par région, l'Île-de-France évidemment est championne de la plupart des incivilités, mais pas que. L'Auvergne-Rhône-Alpes est première sur les injures et puis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur première sur le klaxon. Bien, c'est Vinci qui a organisé ce baromètre, qui a publié ce baromètre, évidemment. Ça concerne avant tout les automobilistes et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de baromètre sur le comportement des cyclistes ou des conducteurs de trottinettes ou même parfois des piétons aussi, qui se comportent mal dans l'espace public, évidemment. Bien, je vais appeler les auditeurs ou les auditrices 0826 300 300. Vous êtes
été victime d'accidents en ville ou à la campagne. Si vous êtes cycliste, vous avez peut-être été renversé par une voiture ou une camionnette à la campagne. Ça arrive malheureusement de plus en plus souvent. Et je voudrais donner ce chiffre, 244 morts, des cyclistes morts sur les routes françaises en 2022. Là, il y a une augmentation, alors que pour les automobilistes, il n'y a pas d'augmentation du nombre de victimes sur les routes, Pierre Chasseret ? Non, aucune. Pas d'augmentation, plutôt une très très légère baisse, mais si on est sur la marge, pour faire simple. De toute façon, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2013, en sécurité routière en France, on a sauvé 0 vie. Voilà. Que ce soit à coup de 80 km/h ou de retour à 90 dans les départements, on est sur le trait de la marge. À 1% près, les statistiques d'accidents sont restées les mêmes partout. C'est un échec et un fiasco de sécurité routière daté depuis 2013. Personne ne pourra me contester ce chiffre. Bien, mais Pierre Chasseret, il n'y a pas plus... Oui, mais dans le chiffre de morts sur la route, je le disais, il y a plus de cyclistes qu'avant. Oui, aussi. aussi. Donc il y a bien un problème, là. Ah, mais il y a un problème. Alors, j'ai essayé d'identifier. Cohabitation. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cyclistes qui sont... En fait, il y a 2 catégories de cyclistes. Il y a ceux qui sont victimes hors agglomération, et ceux-ci sont la plupart du temps fauchés, victimes d'un conducteur qui ne les a pas vus, ou qui ne les a pas respectés, ou qui n'a pas conscience de la distance de sécurité qu'il doit mettre en place lorsqu'il dépasse un cycliste. Ça, c'est le premier point. Dans ces cas-là, très souvent, la responsabilité de l'automobiliste est clairement engagée. Et puis, vous avez les accidents urbains. Et là, on ne va pas se voiler la face. Je crois qu'objectivement, le mot répression est absent du dictionnaire des cyclistes. J'ai jamais vu un cycliste qui respectait les feux rouges, qui s'arrêtait aux feux rouges. Il y en a, mais ils sont rares. Ils sont très rares. Moi, je me demande s'il n'y a pas un côté daltonien. Ils confondent le rouge, l'orange et le vert. Parce que là, très clairement, je pense qu'à coup de tambour, il va falloir leur marteler qu'il y a des règles de sécurité routière et de code de la route à respecter pour tous et qu'elles ne s'appliquent pas qu'à l'automobiliste. Nous verrons tout à l'heure quelles sont les solutions pour rendre la cohabitation possible. Parce qu'on dit cohabitation impossible, mais rien n'est impossible. On doit pouvoir arranger les choses. Thibaut Quéret. Non, en réaction, je partage 50% du constat de Pierre Chasseret qui a raison. Aujourd'hui, les 244 morts, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation principale, elle est nette, elle est franche, quasiment plus de 50%. C'est hors agglomération, sur les routes de campagne. Et la responsabilité, vous l'avez clairement établie, c'est des cas dans des intersections, quand on va tourner à gauche, quand une voiture arrive en face, l'automobiliste par mégarde, ou alors dans le cas de comportement, alcool, drogue au volant, qui sont plus généraux, que le cycliste se comporte mal sur les routes et par exemple roule de front à 2 ou à 3. Je l'ai croisé, je l'ai vu 20 fois. Là, vous parlez de la ville, là, j'entends bien. Là, sur la campagne, qui aujourd'hui est quand même plus de 60% des morts, et là où l'augmentation se fait, c'était principalement ici. On peut aussi quand même souligner qu'il y a plus 16% de pratique du vélo a priori à la campagne. C'est les statistiques qu'on a qui montrent aussi qu'il y a une augmentation de la pratique qui nécessairement fait qu'il y a plus de gens sur les routes. Non, ça marche sur la ville, ce qui est intéressant. Attendez, c'est important, ça marche pas. On a eu de plus en plus d'automobilistes sur les routes et on a eu de moins en moins de tués. On peut pas juste se satisfaire en disant c'est parce qu'il y a plus d'usagers qu'il y a plus de décès. Non, il y a certainement du boulot à faire. Très clairement, c'est ce qu'on disait, c'est que la responsabilité se fait aussi du côté d'une mauvaise cohabitation sur les routes de campagne. Et nous, ce qu'on dit, c'est très clair, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les départements, c'est de travailler sur les aménagements de voirie, c'est de réussir à mettre des pistes cyclables aussi hors agglomération, ce qui se fait par exemple au nord de Nantes sur la communauté de communes d'Erdrégève, ce qui se fait à l'échelle du département de l'Ille-et-Vilaine. Enfin, on a vraiment des exemples assez concrets et qui sont bons. Et c'est aussi de trouver des réseaux de voies plus apaisés par lesquels faire passer les cyclistes. Comme ça, on peut rapidement aussi les mettre avec du bon jalonnement sur des voies où ils vont pas être en cohabitation avec des gens qui roulent à 90 km/h et c'est bien leur droit de le faire. Et après, il y a le sujet de la ville qui est aussi assez intéressant. Ce qu'on voit en ville, et c'est pour ça que moi je trouve le débat est très parisien sur les feux rouges, etc. Paris, un mort à vélo en 2022. C'est une des meilleures années en termes de sécurité routière. Je vous ai pas parlé de Paris. Non, mais les feux rouges, etc. On a compris l'idée. C'est un sujet très parisien. On a des adhérents partout en France. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on brûle les feux rouges quand on est à vélo. Quand on parle des morts en ville, et notamment dans les autres villes de France, nous on voit beaucoup nos adhérents, là où ils meurent, où les associations, quand elles récupèrent des familles de victimes, c'est dans des villes moyennes, c'est dans des villes de banlieue. On a eu 2 morts par exemple à Boulogne-Billancourt. C'est pas Paris. Et là, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a une absence de politique cyclable dans ces villes-là. C'est très clair, c'est très net. Pas de pistes cyclables, peu de maîtrise des vitesses. Et on organise, en fait, généralement, par l'absence d'action de politique publique, on organise la mort de certaines personnes sur la route, et notamment les cyclistes. Alors, vous avez raison d'évoquer des solutions. Nous évoquerons les solutions. Évidemment, le développement des pistes cyclables en ce qui concerne les cyclistes. Mais pourquoi, selon vous, et je me tourne vers Anne Lavaux, pourquoi, selon vous, cette augmentation de l'agressivité ? Pourquoi ?
Ça tient à quoi, cette augmentation de l'agressivité? Parce qu'elle est réelle. Donc on a continué dans le cadre de notre comédie urbaine. Alors, dans notre comédie urbaine. Vous êtes aussi bien que vous faites aussi bien qu'Honoré de Balzac, puisque vous me posez les questions qu'on a déjà posées. Alors, donc on a dit mais pourquoi toutes ces incivilités? On a demandé aux Français. Donc 54% d'entre eux disent c'est le manque d'éducation. Oui. 42% l'empressement. Oui. 41% le stress, 34% l'inconscience, 23% la fatigue. Le manque d'éducation. Donc vous connaissez... Arrêtons-nous à ça. Oui. Le manque d'éducation. À la fois l'éducation personnelle, l'éducation reçue, mais aussi l'éducation au partage sur la route. Routière, donc à la citoyenneté. Oui, à la citoyenneté. Et là, je me retourne vers Thibault, puisque... vous savez qu'on a un programme, enfin, vous savez que l'association Prévention Routière, nous, ça fait 74 ans, 73 ans qu'on fait de l'éducation routière. Vous connaissez, hein, tout le monde nous connaît, on est la Madeleine de Proust, là, cette fois-ci, c'est pas Balzac, c'est Proust, de la sécurité routière et de la prévention routière. L'éducation routière, c'est pas uniquement l'apprentissage d'une pratique du vélo, par exemple. L'éducation routière, c'est une façon de se comporter. Nous, pendant des années, on a fait de l'éducation routière et c'était aussi bien l'enfant en tant que piéton, l'enfant dans les bus scolaires. Il faut considérer aussi que tous les enfants ne sont pas des petits citadins. Ils prennent le bus scolaire et parfois dès 4 ans. L'enfant piéton, l'enfant dans la voiture de ses parents, etc. Et on est en train progressivement de ramener l'éducation routière uniquement à la pratique du vélo dans le cadre d'un programme qui s'appelle le savoir rouler à vélo. Et nous, on n'est pas contre le savoir rouler à vélo puisque de toute façon on fait partie de ce programme. Mais ce que l'on dit, c'est le savoir rouler à vélo n'est pas le remplacement de l'éducation routière. Et il faut garder cette éducation routière parce qu'en réalité, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre premier réseau social, l'éducation routière, c'est aujourd'hui la clé d'entrée de l'éducation citoyenne. Et on en a besoin. On en a vraiment besoin. Mais il est très intéressant, votre baromètre significatif, hein, le comportement des uns et des autres. Alors, je lance un appel. Vous vous énervez au volant. Hein. Il vous est arrivé d'injurier un autre automobiliste, même de descendre de voiture, même de faire le coup de poing, peut-être. Je ne sais pas. Dites-nous, ou même quand vous êtes à vélo, vous êtes en colère parce qu'il y a un automobiliste, et puis le téléphone, évidemment, le téléphone qui est insupportable quand on est en voiture et qu'on attend un feu vert et que celui qui est devant est en train de téléphoner et n'a pas regardé que le feu est passé au vert. Hein. Ça, c'est un grand classique. Ou l'automobiliste qui téléphone en ville et qui ne voit pas le cycliste qui a grillé le feu. Bon, les deux sont en faute, là. Hein. Exactement. Bon, alors, Pierre Chasseret, je vais vous donner la parole, mais il est 11h17, on va se retrouver dans un instant, puis un nouveau témoignage, qui nous vient de la Garenne-Colombe. À tout de suite. Bien, vélo, voiture, trottinette, piéton, cohabitation impossible, point d'interrogation, ou possible. Nous allons voir quelles sont les possibilités pour améliorer les choses, évidemment. Vous continuez à témoigner. Arnaud est avec nous. Arnaud est à la Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Arnaud. Bonjour, Jean-Jacques. On avait déjà entendu votre témoignage. Je suis content que vous soyez avec nous, Arnaud. Votre femme et votre enfant de 7 mois se sont fait faucher par une trottinette en sortant d'une pharmacie. Ouais, c'était même 7 semaines, figurez-vous. Ah, c'était 7 semaines, Arnaud. C'était 7 semaines, ouais. Notre bébé était toute petite, c'était en 2019. Oui. On était parisiens à l'époque, on habitait dans le 17e et ma femme avait... donc on sortait pour une petite promenade. Le bébé était tout petit, hein, on sortait pour une petite promenade et en traversant une rue à sens unique, une trottinette en libre service est arrivée en sens interdit et a fauché ma femme qui traversait sur un passage clouté, avec le bébé dans le porte-bébé sur la poitrine. Donc à l'époque, nous, on a fini aux urgences, bien sûr. Le bébé est resté en observation avec la maman pendant 48 heures. On a eu très peur. Oui, bah, j'imagine. Et puis à la suite de ça, on s'est un petit peu inquiété et interrogé sur le phénomène trottinette. Et puis on a créé une association avec quelques autres victimes. Oui. Une association qui s'appelle la PACOVI et qui aide les victimes dans leur parcours d'indemnisation parce que c'est un gros problème à la suite d'accidents avec des trottinettes électriques. Oui, parce qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Alors, il y a une assurance obligatoire que les opérateurs doivent avoir, mais en fait, ce sont des assurances qui sont des assurances low cost et qui indemnisent très très peu. Oui.
voire pas du tout. Elles sont faites en fait pour exclure par tout un tas de conditions, pour exclure l'indemnisation des victimes. Donc nous, notre mission dans ce cadre-là, c'est de les aider. Vous recevez beaucoup de témoignages, Arnaud, dans votre association ? On reçoit chaque semaine des gens qui nous trouvent sur Internet ou sur Facebook et qui se dirigent vers nous. On reçoit beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui sont eux-mêmes blessés ou qui ont un proche dans leur entourage qui a été blessé. Ce dont on s'aperçoit en fait, c'est que ça crée énormément de désordre. Nous, on est vraiment focalisé sur la trottinette électrique. Ça crée énormément de désordre dans les villes. Et pour revenir à ce que disaient vos interlocuteurs tout à l'heure, on a une espèce de chaos qui n'est pas géré. Il y a une cohabitation qui se fait très difficilement. Et en fait, une densité qui est très problématique. On est dans des villes, notamment Paris, où on a 20 000 habitants au kilomètre carré, et on rajoute des trottinettes électriques là où il y a déjà beaucoup de problèmes de circulation. Et tout ça crée de gros problèmes de cohabitation dans une société effectivement où on a un petit peu un individualisme en fait qui favorise pas le respect de l'autre. Bien, merci Arnaud, merci beaucoup. Anne Lavaux. Là, encore une fois, les trottinettes. Alors, les trottinettes en libre service à Paris, vous êtes pour une interdiction ou pas ? Alors. Merci à Arnaud pour son témoignage. C'est effectivement pas la première fois que je l'entends et je serais ravie qu'il prenne contact avec l'association Prévention Routière. En ce qui concerne les trottinettes, il faut pour nous distinguer deux mode d'utilisation. Il y a la trottinette en libre service, et donc c'est celle dont vous parlez, et puis il y a les usagers de la trottinette qui ont leur propre trottinette et qui finalement, la trottinette est l'outil de la multimodalité. C'est la trottinette davantage que le vélo qui permet par exemple de faire son trajet jusqu'à sa gare RER, de plier sa trottinette, de prendre le RER, de sortir à Châtelet et de finir son déplacement. C'est vraiment un engin idéal pour la multimodalité. C'est un engin excessivement dangereux. Nous, on a un conseil médical. Les membres de notre conseil médical nous décrivent, vous savez, de toute façon, on voit bien, centre de gravité très bas, toute petite roue, on prend les infractuosités, on fait un soleil, premier coup, clac, c'est le guidon dans l'estomac, deuxième coup, c'est écrasement facial, comme disent les médecins, et donc les gens ressortent complètement défigurés. Sur les trottinettes électriques en libre service, il y a tout un dispositif technologique qui permettrait en fait de réguler ça. Comme c'est horodaté géolocalisé, vous pouvez très bien empêcher qu'elle circule de telle heure à telle heure. Il y a le docteur Masmoudi à l'hôpital Georges Pompidou qui fait un énorme travail sur justement tous les accidentés de trottinettes électriques. Il se trouve que majoritairement c'est la nuit, le soir. Majoritairement, c'est des jeunes. Et donc, vous les bloquez. À deux dessus, ou même peut-être à trois. Si vous bloquez l'usage de la trottinette électrique, mettons, entre 23h et 5h du matin, déjà, vous réglez une partie du problème. C'est géolocalisable. Vous régulez le territoire sur lequel elles peuvent circuler et la vitesse. Ça, c'est pour celles qui sont en libre service. Donc, il y a peut-être des choses à penser. Et sur les autres, on a laissé tout ça s'installer. On est presque de la même génération. Nous, on connaissait la patinette. La patinette, c'était un jouet. Et puis, on a installé les trottinettes électriques comme un surf urbain, un sport de glisse. Comme si, mais il n'y a aucune réglementation. Au départ, il n'y avait aucune réglementation. Mais il y en a très peu. Si, il y en a. Mais vous n'arrivez pas à remettre le dentifrice dans le tube. Parce qu'on est parti sur cette idée que c'était un sport de glisse, avec comme objectif de faire un trajet de point A au point B sans jamais s'arrêter. Et donc, on passe de la piste cyclable au trottoir, etc. Je comprends. À ce propos, à propos des trottinettes, puis on va écouter Anne qui nous appelle de Bordeaux. Pierre Chasseret. J'entends notamment le rétropédalage de beaucoup de villes qui aujourd'hui reviennent en arrière après avoir tout fait pour développer la trottinette, maintenant veulent l'interdire. Il faut replacer l'église au milieu du village, là. C'est pas la trottinette le problème. Il faut arrêter. C'est l'usager, l'utilisation qu'on en fait. C'était comme le platane au bord de la route. Il n'est pas responsable de la mort. Il ne traverse pas la rue. On est bien d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a finalement une route qui est le symbole d'une société.
une société où on s'affranchit des règles, une société où on a pris en exemple notamment la désobéissance civile. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation du vélo et de la trottinette est devenue un argument presque écologique. Presque anti-voiture. Celui qui roule en voiture, c'est le méchant. Celui, le roturier, celui qui roule en trottinette ou à vélo, eh bien lui, c'est le sauveur de planète. On se retrouve avec une société qui est tendue entre d'un côté ceux qui ont un moteur et de l'autre côté ceux qui n'en ont pas. Ou alors électrique sur une trottinette. Le comportement des trottinettistes aujourd'hui, si on veut le régler, il est facile, il est simple. Évidemment, il y a les moyens dont vous parlez, Anne Lavaux, et j'y souscris totalement. Je peux même aller plus loin. On peut même savoir, par rapport au nombre d'empreintes de pieds sur une trottinette avec les nouvelles technologies, s'ils sont 1 ou 2 dessus. On peut le savoir, mais rien n'est fait politiquement, parce qu'aujourd'hui, les villes qui ont développé ce type d'outils sont des villes qui ont surfé sur la vague écolo et qui aujourd'hui peinent à revenir en arrière. On va être très clair, la trottinette ne pose pas de problème à partir du moment où il y a une réglementation et où on la fait respecter. Ce qui est valable pour la trottinette, désolé monsieur, c'est valable aussi pour les vélos. Thibaut Quéré, justement. Oui, là-dessus, non, sur la question des trottinettes, on n'a pas un avis non plus tout à fait, comment dire, on ne souscrit pas au comportement à la fois des usagers qui font n'importe quoi ou inversement à la trottinette bashing il y a une posture d'équilibre quand même entre les deux qu'on peut tout à fait trouver sur la question des trottinettes en libre service. En effet, je pense qu'on est plutôt sur une question de rapport à l'usage qui est un usage beaucoup plus distant en fait, puisqu'on prend quelque chose comme si on le consommait. Par définition, du coup, on a un rapport qui est pas la même que quand c'est son propre vélo ou sa propre trottinette, qu'on fait beaucoup plus attention à soi et aux autres, sur la régulation que mettent en place les collectivités. Après, je ne suis pas juge des choix qui sont faits. La question pour nous qui est assez centrale globalement dans toute cette question de cette cohabitation qui doit se créer dans une grande phase de transition aujourd'hui des mobilités en France, parce que le modèle de tout le monde peut se déplacer en voiture, même en ville, évidemment il est en train de bouger, tout le monde le voit, les gens aussi aspirent à autre chose et c'est bien normal. C'est comment les pouvoirs publics organisent ça. Et nous, l'angle premier, la première chose qu'on met sur la table, la première chose que nos associations portent, c'est la question du partage de la voirie, de l'organisation de l'espace public. On est d'accord. Et c'est là-dessus que pour nous qu'il faut. On est d'accord. Il y a le partage de la voirie et il y a aussi la loi. La loi, c'est vrai. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je sais que Pierre Chasseret sera d'accord avec moi. C'est vrai que l'automobiliste, lui, il a un cadre. Il est sanctionné. Sévèrement ou pas, ça c'est un autre débat, mais il est sanctionné. Le conducteur de 2 roues aujourd'hui est sanctionné, vraiment. Mais le conducteur, le cycliste est rarement sanctionné. Le conducteur de trottinette, l'utilisateur de trottinette est jamais sanctionné ou rarement sanctionné. Le piéton aussi est rarement sanctionné, alors qu'il peut mal se comporter. C'est vrai aussi. La loi est différente selon le véhicule qu'on utilise. L'application, en tout cas. Mais moi, je pense que vous touchez du doigt un sujet qui peut-être est encore plus vaste que ça, c'est que le code de la route a été écrit au moment pour les voitures. Pour les voitures, alors quand il a été écrit, il y avait encore quelques hippomobiles, puisqu'on évoque les hippomobiles dans le code de la route. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être s'engager dans un chantier colossal qui serait plutôt une réforme du code de la route, un code de la mobilité, un code de la mobilité, bien sûr, qui englobe l'ensemble. Parce qu'on a rajouté des appendices au code de la route, puisqu'on a des règles sur la trottinette, etc. Mais le fond de la pensée, la structure mentale du code de la route a été pensée pour organiser l'arrivée. Parce que les historiens nous le disent, ils nous disent ce que vous décrivez aujourd'hui avec l'arrivée des trottinettes, le vélo, c'est vraiment pas un mode moderne, on est d'accord. Dans les années 50, l'ouvrier, il se déplaçait uniquement à vélo. Mais ce mode-là, il faut le repenser dans sa globalité. Donc je pense que vous ouvrez un chantier très vaste. Bon, c'est très bien. Je vais faire une parenthèse avec cette information qui est tombée il y a quelques dizaines de minutes. Il y a un TGV, Colmar-Paris, a été immobilisé. Il y aurait eu menace d'attentat. Tout est sous contrôle maintenant, assure la SNCF. Je me méfie des menaces d'attentat. Nous allons voir. Pour la situation terminée, sous contrôle, la personne a été interpellée, indique la SNCF, qui précise que le train présente un retard de 2h20. Nous allons avoir quelques détails dans quelques instants avec Félix Mathieu, juste après la pub, il est 11h31.
Bien, nous allons prendre le témoignage d'Anne qui nous appelle de Bordeaux, mais tout de suite Félix Mathieu. Alors, un homme menaçant a été maîtrisé dans le TGV Paris-Colmar ce matin. Oui, c'est un policier qui voyageait à bord du train qui a permis l'interpellation. La rame a ensuite été immobilisée en gare de Lorraine TGV. La SNCF indique que le train présente un retard d'1h30 après l'intervention des forces de l'ordre. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a réagi. Gérald Darmanin a écrit sur Twitter: le dispositif Voyager protégé que j'ai mis en place prouve chaque jour son efficacité pour la sécurité des Français dans les transports. Ce matin, un policier qui en bénéficiait a interpellé un individu menaçant à bord d'un TGV en Moselle. Bravo à lui, écrit Gérald Darmanin. Bien, pour l'instant, on ne parle pas d'actes terroristes. Faut être prudent, vous le savez. Et on restera prudent. Il est 11h35. Merci. Témoignage d'Anne, comme promis, qui est à Bordeaux. Bonjour Anne. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous allez bien Anne? Je vous remercie, ça va bien. Merci d'être avec nous dans tous les cas. Donc, alors racontez-nous. Moi, je suis commerciale, donc je passe mon temps sur la route. Oui. Et je reconnais que depuis 2 ans, à peu près juste après Covid, il y a une incivilité qui est de plus en plus croissante sur ma ville, mais je pense que c'est général. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai le malheur de, par exemple, klaxonner sur quelqu'un qui me fait peur parce qu'il fait une manœuvre qui est dangereuse, aujourd'hui, j'ai même peur de le faire parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire agresser. Mais quand je vous dis agresser, c'est-à-dire que la personne s'arrête, vient jusqu'à la fenêtre de mon véhicule et j'ai vraiment peur pour moi. Donc, c'est quelque chose que je peux constater de plus en plus souvent. Donc ça, c'est une chose. Et on parlait des vélos, des scooters, des trottinettes, parce qu'aujourd'hui, sur Bordeaux, on en a de plus en plus en libre accès. Oui. Et j'avoue que je les vois rouler comme des V2 sans les casques. Ça coupe la route, ça circule dans n'importe quel sens. C'est vrai que je me pose la question, pourquoi il y a un permis pour les 2 roues et pourquoi il n'y a pas un permis pour justement ces utilisateurs de 2 roues, parce que c'est dangereux quand même. Ça, c'est une très bonne question que j'allais poser. Anne, vous m'avez devancé. Merci dans tous les cas pour votre témoignage, Anne. Mais les incivilités sur les routes, oui, vous le disiez, Anne Lavaux. Oui, 57% des Français reconnaissent avoir eu peur. Oui, avoir eu peur. Alors, 0826 300 300. Alors, un permis ou pas? Un permis pour faire du vélo? Pour monter sur un... Alors, la particularité du vélo, c'est qu'on en fait beaucoup plus jeune. On ne le fait pas à la majorité. Donc, on ne va pas interdire à nos enfants de faire du vélo. Ça serait un vrai frein au développement d'ailleurs du vélo. Moi, je pense que la route, de circuler, je ne sais pas. La route, c'est le reflet de notre société. Oui. Notre société, on retrouve sur la route les mêmes comportements dans les mêmes proportions que la dégradation et la violence montante de notre société. Oui. C'est une évidence. On voit tous, ça m'est arrivé, j'étais avec mon fils en voiture, j'ai quelqu'un qui m'a grillé une priorité, j'ai juste fait un appel de phare, il est descendu de sa voiture pour venir au niveau de mon carreau. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que ça, il y a encore quelques années, ça n'existait pas. Alors les spécialistes nous expliquent que depuis la sortie du confinement, le confinement a amplifié les phénomènes un petit peu de recentrage, de nombrilisme et d'égoïsme. Ce qui existe... D'individualisme. Chez tous les conducteurs. En revanche... J'aime pas trop les statistiques un peu type Vinci autoroute pour dire regardez, on considère tous que les autres sont pas bien. Oui, la bonne bêtise. On considère toujours que c'est l'autre qui fait des bêtises au volant. La réalité, c'est qu'on est dans une société où il faut pas confondre quelqu'un qui peut s'agacer au volant. Tu peux avoir un mot comme ça peut être moi, ça nous est tous arrivé. Si on est honnête, ça nous est tous arrivé. Y compris quand on est à vélo, ça nous arrive de pester contre d'autres conducteurs. Et puis la violence. Et cette montée de la violence sur la route, elle se retrouve avec... Récemment, aux alentours d'Évreux, je crois que c'est ça, ou de Dreux, on a un usager en voiture qui a tué un usager à vélo, une femme, à coups de pelle. C'est-à-dire qu'il est revenu sur les lieux de l'accident parce qu'il ne l'avait pas tué et il a tué cette personne. On est dans le cas d'une violence extrême. On a des usagers à vélo, qu'ils aient provoqué ou pas, on s'en fiche. La réponse n'est jamais la violence. Et là, dans ces cas-là, on ne peut que soutenir ce qui se passe actuellement contre les cyclistes qui vivent des situations où ce sont eux les premières victimes. En revanche, attention,
Il ne faut pas non plus stigmatiser tous les automobilistes. Cette montée de la violence correspond à une minorité de personnes. Par contre, mais la montée de la violence touche tout le monde. Elle touche tout le monde. Qu'on soit automobiliste ou pas automobiliste. Encore une fois, il arrive que des cyclistes soient en colère, énervés contre un piéton, par exemple. Ou qu'un piéton soit en colère contre un cycliste. Moi, ça m'est arrivé d'être en colère contre des cyclistes, évidemment. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, Thibaut Quéré ? N'est-ce pas ? Non, mais je suis absolument d'accord. Enfin, on a beaucoup de points au final de convergence, c'est clair. Est-ce qu'il faut que pour circuler, je ne sais pas comment faire. Alors, pour les cyclistes, améliorer l'espace public, ça, c'est certain. C'est la priorité, comme on le dit. Oui. Sur le permis cycliste, je pense que c'est la fausse bonne idée. Enfin, c'est-à-dire qu'aucun pays au monde n'aura mis ça en place. L'apprentissage, on le fait. Mais avec les vélos en libre service, le nombre de personnes qui montent sur un vélo sans en faire, il y en a des quantités. Mais Jean-Jacques, l'éducation, ça commence à la maison. Oui. Ça commence tout petit. Quand vous éduquez correctement quelqu'un dans la vie, il se comporte bien. Quand vous avez des parents qui vous ont appris à dire bonjour, merci, s'il vous plaît, vrai. Eh bien, ça se passe bien aussi dans la vie. Là, on a un problème d'éducation. Mais il y a aussi la pratique. La pratique, on fait du vélo. Certains montent sur un vélo sans savoir faire du vélo. Sans savoir faire du vélo, mais je pense que comme vous le disiez, sur la pratique par exemple des vélos en libre service, on est dans la même chose. C'est une faible minorité aujourd'hui de la pratique du vélo en France. Donc on ne va pas codifier, organiser des politiques publiques qui vont mettre toute une bureaucratie pour une faible partie des gens qui circulent en France. Le gros des circulations, il est aussi à loisir. Le gros des circulations, ça se fait pour du vélo sportif. Est-ce qu'on va imposer aux gens d'avoir un permis pour faire ça ? Est-ce qu'on va imposer aux gens que ce soit une voie verte en agglomération ? Pardon ? Il y a peut-être des solutions en dehors de l'aménagement. Il y a l'éducation évidemment qu'on fait, comme disait Anne Lavaux, dès le CM2 avec la politique du savoir rouler à vélo, qui est aussi vraiment un apprentissage, parce que savoir rouler à vélo, c'est pas juste apprendre à monter sur un vélo. On l'a fait vraiment. C'est apprendre, oui, c'est en train de se mettre en place et on y contribue nous assez activement du côté de la FUB, même si c'est bien trop lent parce que les pouvoirs publics n'y vont pas assez vite, ne le financent pas suffisamment vite. Mais enfin bon, nous on y contribue fortement. Il y a cette question dans le savoir rouler à vélo aussi de l'apprentissage au déplacement dans l'espace public en général. Il y a une vraie logique qui n'est pas que d'apprendre à monter sur un vélo. Il y a une logique beaucoup plus globale qui est celle-ci de s'insérer, de comprendre, de voir, de discuter avec les autres usagers, apprendre jeune. Et derrière, il faut qu'on crée ce continuum éducatif. Il y a aussi un autre problème, beaucoup plus longtemps. Mais la police ou la gendarmerie ont autre chose à faire, mais il y a aussi un vrai problème, c'est la sanction. Il y a peu de sanctions contre les cyclistes ou contre les utilisateurs de trottinettes. Il y en a peu. Et c'est ça le problème. En fait, la clé, elle est là. La clé se situe sur la répression et la probabilité de répression. On a su le faire sur les automobilistes avec succès. C'est d'ailleurs pour cela qu'on est quand même passé de 18 000 morts en voiture environ moins de 2000. 3541 en voiture. En voiture, c'est moins de 2000. On a réussi donc à diviser quand même par je ne sais pas combien, par au moins 6 ou 7 la mortalité en voiture. Je pense que ça va passer par une phase aussi de répression, peut-être progressive, parce qu'il faut aussi... Et on l'a fait aussi d'ailleurs sur le vélo, puisqu'il faut se rappeler qu'à 20 ans, il y avait 1000 morts à vélo à peu près sur les routes. Maintenant, on est à 250. Alors, on voit là, depuis 3 ans un phénomène en effet de remontée, bien sûr, qui est évidemment à traiter et sur lequel on est extrêmement vigilant parce que nous, évidemment, on est en premier contact avec les adhérents ou les personnes qui sont victimes de violences routières, d'accidents et qui ont mis leur vie en danger. Mais ce qu'on voit bien, et c'est vraiment les chiffres de la sécurité routière, si on y revient, c'est que l'effet le plus fort sur l'amélioration de la sécurité individuelle, c'est la question de l'espace public, des infrastructures cyclables. Alors, messieurs, je vais me permettre de répondre à la question de Jean-Jacques, qui n'était pas du tout celle à laquelle vous avez répondu. Vous avez demandé, est-ce qu'il faut un permis pour les trottinettes électriques ? Oui, si on a répondu, on a dit non. Alors, pour les trottinettes électriques. C'était la question. Oui, c'était la question. Désolée, je vais répondre à la question. Alors, allez-y. Nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la trottinette électrique, l'association Prévention Routière a toujours dit c'est une erreur de donner l'autorisation d'utiliser une trottinette électrique à l'âge de 12 ans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme le port du casque à vélo, c'est jusqu'à 12 ans. On a dit, on libère les casques et puis on libère toute la circulation. Nous, ce que l'on dit, depuis avant la loi L'Homme, on n'a pas du tout été entendu, c'est que la trottinette électrique, il faut que ce soit aligné sur le cyclo. Pour conduire un cyclo, il faut avoir 14 ans et il faut passer par l'auto-école, il faut faire un BSR, c'est 7 ou 8 heures de conduite, parce que justement, il faut apprendre à circuler dans l'espace. Mais bien sûr.
est-ce qu'on va enfin nous entendre maintenant qu'on a malheureusement autant de victimes sur les trottinettes électriques? Non, on ne peut pas mettre Junior sur une trottinette électrique à 12 ans. 12 ans, ils sont tout petits. Moi, mes fils, à 12 ans, ils mesuraient 1m30. Et les laisser circuler avec des poids lourds, etc. etc. Donc, il faut absolument reprendre cette réglementation. Pour la trottinette électrique, on parlera du vélo après, c'est casque obligatoire pour tout le monde, que ce soit en libre service ou que ce soit sa propre trottinette électrique, conférer ce qu'on vient de dire tout à l'heure, et c'est surtout aligné sur le cyclo. C'est-à-dire, une trottinette électrique, ça a un moteur, ça va à 25 km/h, et ben on fait comme pour le cyclo. Comme pour le deux roues à moteur, quoi. Oui, le cyclo, c'est le deux roues à moteur. Le scooter ou le... Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de l'assurance. La trottinette électrique, il faut quand même le rappeler, c'est un véhicule terrestre à moteur et ça se doit d'avoir une assurance. La patinette, elle rentre dans la multirisque habitation, mais la trottinette électrique, il lui faut sa propre assurance. Alors, nouveau témoignage, celui de Manuel, dans un instant, qui est à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Manuel est électricien. Il est avec nous dans 2 minutes. Et les incivilités au volant, tiens, cette histoire, vous avez tous lu cette histoire cauchemardesque. On va là, pour ceux ou celles qui n'ont pas lu cela, histoire sidérante, ça s'est passé à Ronchin près de Lille, c'était il y a quelques jours, une dame de 86 ans, vous avez vu cette histoire, qui a refusé de faire un constat et qui a écrasé l'autre dame qui le lui réclamait, Félix Mathieu. Oui, tout commence quand cette dame de 86 ans érafle une autre voiture en sortant de sa place de parking. Là, la propriétaire de la voiture éraflée lui réclame un constat. La mise en cause refuse. Elle est bien décidée à partir. L'autre dame, âgée d'une 60aine d'années, s'y oppose, se place devant sa voiture pour l'empêcher de partir. Et c'est là que le drame se noue. La chauffarde de 86 ans appuie sur l'accélérateur. Elle écrase délibérément l'autre dame en essayant de prendre la fuite. Une victime qui, dans son dernier souffle, ne pourra que murmurer aux témoins d'aller chercher son fils qui se trouvait dans un tabac à 2 pas de là. Elle est vite morte de ses blessures. Son fils, qui est alerté par l'agitation dans la rue, est sorti de l'établissement et tombe sur l'indicible scène. Cette terrible histoire, relatée dans un premier temps par Le Parisien aujourd'hui en France, c'était il y a 2 semaines maintenant. L'octogénaire a été placé en garde à vue, puis placé sous contrôle judiciaire, libre en fait, mais en attendant de savoir si son discernement pouvait être considéré comme aboli ou non au moment des faits. Oui, histoire affreuse. Histoire affreuse. Ouais. Bon, nous n'allons pas tirer de conclusion parce que c'est un fait divers, mais nous n'avons pas tous les. Là, c'est un crime. Exactement. Mais c'est un comportement. C'est aussi un comportement. Bien. Manuel est à Crépy-en-Valois dans l'Oise. Bonjour Manuel. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités, à vos auditeurs. Vous êtes électricien, dites-nous Manuel. Oui. Alors j'avais eu l'occasion d'intervenir dans votre émission Jean-Jacques il y a quelques semaines pour témoigner du fait que j'avais dû changer de métier à cause des retards de la SNCF. Oui, je me souviens. J'avais passé mon permis moto pour ne plus avoir à prendre le train. Mais malheureusement, on est comme on est et puis j'ai fait un gros excès de vitesse de catégorie 4 qui m'a valu une suspension sur le champ de mon permis de conduire. Oui. Et donc j'ai été assisté, je venais de perdre du coup un contrat, parce que j'étais consultant indépendant, un gros contrat. J'ai pris une avocate spécialisée dans le droit routier pour m'aider en fait, pour passer au tribunal, tout le processus en fait dans lequel j'étais embarqué. Et puis elle m'a conseillé parce que il me restait je crois 5 points sur mon permis de conduire, elle m'a conseillé de faire un stage de récupération de points pour témoigner de ma bonne foi, etc., dans mon dossier. J'avais fait ce stage. Donc ce stage de récupération de points qui a duré 2 jours. On était un groupe de 10 ou 12 personnes qui, comme moi, on va dire des délinquants de la route, parce que c'est comme ça qu'on était catégorisés. Et puis moi, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Et pendant ce stage, moi, j'ai été remarquablement et agréablement surpris par la qualité des informations qu'on nous a donné pendant ce stage de récupération de points. Et je vais vous donner un exemple concret. Parmi l'auditoire, il y avait un gars comme moi qui était sûr de lui, qui disait non, c'est pas vrai, moi je peux très bien téléphoner au volant, il y a aucun problème, j'ai jamais eu de problème, etc. Alors qu'il était quand même là parce que il lui manquait des points, mais bon, ça je ferme la parenthèse. Et puis l'animatrice, ils étaient 2 animateurs, et l'animatrice lui pose la question suivante. Elle lui dit mais monsieur, est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage votre point de vue, tout simplement. Et puis il explique pendant 1 minute, 2 minutes son point de vue. Oui, allez-y Manuel, un peu plus vite. Et
Et pendant ce temps-là, elle agitait un papier de couleur verte. Et à la fin de son propos, elle lui dit écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner la couleur du papier que je viens d'agiter sous vos yeux? Et là, il était séché parce qu'il était incapable de dire. Pourtant, elle l'a agité. On l'a tous vu. Hein. On l'a tous vu dans l'auditoire. On avait le sourire en coin. Il était incapable de dire. Il avait même pas vu le papier qu'elle agitait devant lui. Oui. Donc, il était pris la main dans le sac, en fait. Voilà. Et je regrette que ce type de sensibilisation ne soit pas intégré au plus jeune âge, en fait, dans la formation auto-école. Hein, et il n'a pas fait attention. C'est un manque d'attention, c'est ça, Manuel? Oui, c'est un manque d'attention. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est que le stage de sensibilisation, ça a été efficace pour vous, je le sens. Oui. Et ça a été efficace et ça devrait être intégré dans la formation auto-école. Ça, dans la formation, beaucoup de choses devraient être intégrées. Hein, Et juste pour terminer, on nous a aussi sensibilisé sur en fait la prise de médicaments. Oui. On entend souvent dire que les personnes âgées devraient passer à un contrôle de santé parce qu'ils n'ont plus les aptitudes, les bons réflexes, alors qu'on est quand même dans un pays gros consommateur de médicaments, avec des gens très jeunes qui conduisent sous l'emprise des médicaments. Donc, merci Manuel. Voilà, je vous en prie. Merci c'est gentil. Merci Manuel. À Crépy-en-Valois, il est 11h53. Oui, les stages de récupération de points, c'est un autre débat, mais il y aurait beaucoup à dire. Hein. Certains sont formidables et d'autres, c'est un peu une exploitation. Hein, Pierre Chasseret, bon, on va pas ouvrir le débat là. Bien, Anne Lavaux, oui, en conclusion, pour résumer tout ce que nous avons dit, il faut évidemment sensibiliser au mieux, peut-être sanctionner plus, et responsabiliser. Et pour responsabiliser, c'est l'éducation. Mais on en revient effectivement toujours à l'éducation. Et vous savez qu'en France, on a toujours d'excellentes idées. Et donc, on a installé ce qu'on appelle le continuum éducatif. Donc, derrière ce continuum éducatif se cache une vision de l'éducation routière depuis quasiment le berceau à la tombe, si j'ose dire, qui ferait que sans cesse, on est effectivement sensibilisé à ce sujet-là. L'essentiel du continuum... Nous ne le sommes pas. Alors, l'essentiel du continuum éducatif se fait dans l'enceinte de l'éducation nationale, avec des fortunes diverses. On a des enseignants qui sont très, très sensibilisés au sujet et qui font des actions formidables. Et puis, on en a certains qui, par exemple, sur les fameuses ASSR, vous savez, c'est les attestations qu'on fait au moment du collège, eh bien, finalement, c'est un QCM. Ça prend exactement 10 minutes parce qu'on donne les résultats du QCM et c'est basta. Donc, on a vraiment cette logique-là. Oui, il devrait y avoir une éducation qui soit mais aussi une éducation tout au long de la vie. Alors je voulais revenir sur l'histoire de... Le fameux débat autour du permis, non pas à repasser, mais du moins, je ne sais pas moi, reprendre quelques cours de code ou être sensibilisé justement à l'utilisation de l'espace public au bout de, je ne sais pas, à 40 ans, puis à 60 ans, puis à 80 ans, je ne sais pas. Après, c'est une question de pratique aussi. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui ne conduisent pas pendant toute une période, ça paraît assez logique qu'ils reprennent... Il n'y a rien en France. Vous pouvez toujours pousser la porte d'une auto-école pour vous inscrire à 3, 4, 5 cours, etc. Nous, on fait par exemple, pour les seniors, on leur propose de faire un trajet avec une auto-école, etc. Mais je voulais revenir sur... alors là, je vais apporter une réponse à une question que vous ne m'avez pas posée, mais je voulais quand même évoquer un point par rapport aux chiffres qui ont été publiés. Vous avez vu, on avait une augmentation de 0,5% de la mortalité et on avait une baisse du nombre d'accidents. Et on les compare à 2019. Mais vous vous souvenez quand même que l'année dernière, en janvier, en février et jusqu'au 16 mars, on était en contrainte sanitaire, qu'on avait le télétravail de 3 jours quasiment imposé à tout le monde, etc. Donc, comparer 2022 à 2019, à notre avis, ça n'est pas une bonne chose. Et que c'est un peu abusif, à mon idée, à notre idée, si l'année 2022 avait été une année telle qu'on espère être 2023, eh bien on aurait une augmentation plus importante de l'accidentalité. Bien. Eh bien, merci d'être venus nous voir tous les trois. Merci d'avoir débattu ici sur Sud Radio. Nous n'avons pas évidemment résolu le problème. Évidemment. On reviendra. Notre humble échelle. Vous reviendrez. Il est 11h56. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.